Hello, bienvenue sur ma chaîne des carnets en cristal. Alors dans cette vidéo, je vais faire une foire aux questions et je vais plus précisément répondre à 9 questions concernant la transmission de son récit de vie à ses descendants. Alors si tu me découvres pour la première fois, sache que sur cette chaîne des carnets en cristal, je parle d'écriture de soi, c'est-à-dire de la rédaction de son récit de vie dans un journal intime ou un journal de bord. Je te parle aussi de la transmission du récit de vie des parents, des grands-parents, voire des arrière-grands-parents à leurs descendants pour leur donner des repères et des racines, les aider aussi à faire des choix éclairés et leur permettre de mieux comprendre le passé, comprendre le présent, c'est-à-dire des situations qu'ils sont en train de rencontrer actuellement et aussi préparer leur avenir. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. Ça y est, c'est fait. Let's go pour la foire aux questions. Ce que j'appelle héritage, c'est tout le capital de connaissances, d'expériences que les parents ont acquises au fil des années. Donc, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, s'ils ont partagé, s'ils ont transmis leur récit de vie. C'est aussi des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Par exemple, il y a des recettes secrètes que les mères transmettent à leurs filles et d'autres choses que les pères transmettent à leurs fils. Cela peut être aussi des bénédictions spéciales qui sont dans certaines familles. Malheureusement, les parents n'ont pas conscience de cela. Et en fait, ils prennent conscience de ça au moment où ils évoquent leur récit de vie. Et donc, les enfants peuvent en bénéficier à ce moment-là. Il faut savoir que le fait de transmettre son récit de vie permet de protéger aussi ses enfants parce que les enfants viennent à savoir certaines choses qui les protègent et les missions de vie aussi qu'ils ont. Alors, je ne dirais pas que c'est une obligation, mais plus que c'est fortement recommandé. Je vais donner 3 raisons principales. Il y en a d'autres, hein, mais les 3 raisons sont suffisantes. Déjà, premièrement, lorsqu'une personne connaît son histoire, connaît le passé, c'est-à-dire le récit de ses parents, le récit de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents, ça lui donne des repères et des racines. Elle sait, cette personne sait qui est quoi dans la famille. Également, connaître l'époque dans laquelle les parents ont vécu, les difficultés auxquelles ils ont fait face, sont aussi importants. Parce qu'il se peut que cet enfant fasse partie de la génération qui va apporter des solutions aux problèmes de l'ancienne génération. Dans le récit de vie des parents se situe aussi la mission de vie des enfants. Par exemple, il y a des choses qui se transmettent de mère en fille et de père en fils. Et ces choses-là sont des clés importantes pour que l'enfant puisse réussir sa vie. Alors, ce n'est pas pour rien que nous prenons naissance dans une famille en particulier. Même s'il est vrai, il y a des familles où il y a eu des choses horribles qui se sont passées. Voilà. Donc, c'est pas par hasard on est issu de cette famille et de toutes les façons, nous ne pouvons rien y faire. Ce qui est fait est fait. Et même quand on a été adopté, on n'a pas choisi de naître quelque part et pour ensuite grandir ailleurs, hein. Donc, ce sont des choses que nous ne choisissons pas. Mais il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Et c'est par rapport à ça aussi que je dis que dans toutes les familles, il y a un héritage il y a des bénédictions particulières à récupérer. Parce que dans ce récit de vie, il y a la mission de vie, il y a des clés pour réussir sa vie. Et cela même quand
Certains vont dire, oui, mais mes parents étaient pauvres, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas... Ben, certainement, ben, tu fais partie de la génération qui pourrait apporter des solutions pour régler certains problèmes. En attendant que de vraies solutions apparaissent. Mais voilà, il faut voir les choses de cette façon-là et de toutes les façons, c'est ainsi. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Donc, je récapitule. Quand un individu connaît son récit de vie, c'est une personne qui a plus confiance en elle, elle connaît sa mission de vie, elle est plus forte face aux épreuves, aux difficultés. Et quand, deuxièmement, cette personne voudra s'engager avec quelqu'un d'autre, chercher son partenaire ou sa partenaire de vie, cette personne-là sera beaucoup plus regardante dans les critères. Ce n'est pas qu'une question d'amour. L'amour ne fait pas tout. Alors, si tu t'arrêtes que sur l'amour, eh ben, tu peux t'engager avec une personne qui ne pourra pas faire fructifier ton héritage. Parce qu'un héritage, derrière, il y a des choses à faire derrière. Si tu as une mission de vie, ben, tu dois réaliser ta mission de vie. Voilà. Donc, je disais, donc l'amour ne fait pas tout. Et puis, tu peux aussi aimer une personne, mais ne pas pouvoir aider l'autre à faire fructifier son héritage. Donc, l'amour ne fait pas tout. Donc, il y a des choses à savoir. Et quand, justement, les bons partenaires se retrouvent, cela forme des familles solides qui vont perpétuer la transmission de leur récit de vie auprès de leurs enfants. Et quand les enfants sont issus de telles familles aussi solides, aussi regardantes, attachées à son histoire, et surtout, pas uniquement attachées à son histoire, mais surtout aux leçons qui ont retiré des leçons de leur histoire, ça donne des repères et des racines aux enfants. Les enfants ne sont pas perdus parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas perdus? Parce que les parents, les grands-parents et tous les autres membres de la famille dont ils connaissent l'histoire sont devenus leurs influenceurs. Les premiers influenceurs d'un enfant, ce sont ses parents. Ensuite viennent les autres membres de la famille. Et en dernier devraient venir les influenceurs qui connaissent même pas notre existence en fait. Donc, c'est pour cela, en fait, ces enfants-là sont équilibrés, ils ont des repères, ils connaissent l'histoire, donc eux-mêmes, ils ont des difficultés, ils vont se rappeler, ah tiens, dans la famille, il y avait ça aussi, donc voici comme ça qu'ils ont géré et tout. Et quand ces familles existent, des familles aussi solides, eh ben, la troisième raison pour laquelle il est fortement recommandé de transmettre son récit de vie, c'est que, quelle est la base? C'est quoi qui est le fondement d'une société? Ce sont les familles. Et quand les familles sont fortes, ça donnera une société comment? Je te laisse chercher tous les qualificatifs dans le dictionnaire. Donc, en fait, par rapport à ces trois raisons-là, c'est pour ça qu'il est fortement recommandé de transmettre son récit de vie. Et je dirais même que c'est un devoir que tous les parents ont envers leurs enfants. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un âge précis pour transmettre son récit de vie parce que cela se fait déjà naturellement, très tôt et toute la vie, en fait. Par contre, des parents peuvent décider de rédiger leur récit de vie de façon à ce que les enfants puissent avoir ce récit de vie après leur mort. Et ça, c'est pour diverses raisons. Ça peut être, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter, ils ont honte, en fait, de leur histoire. Ça peut être pour des raisons culturelles, pour des raisons d'éducation, parce que par rapport, il y a des sujets qui ne se disent pas, il y a des sujets tabous. Ça peut être aussi pour protéger l'enfant, ou parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter leurs questions. Voilà, pour diverses raisons, ils peuvent décider de transmettre, de faire en sorte que leur récit de vie soit connu après leur mort. Et moi, ce que je recommande le plus possible, c'est de transmettre certaines informations avant que l'enfant s'engage, prenne de grands engagements dans sa vie. Parmi les engagements, le choix de son ou sa partenaire de vie, son lieu de résidence et son travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui sont importantes que les filles doivent savoir avant de s'engager, même au sein de sa communauté.
Pareil pour les garçons, pour les hommes. OK? Pour le lieu de résidence, pareil, en fonction du métier qu'a exercé le papa ou la maman ou les grands-parents, il se peut que par prudence, les parents ne voudront pas que les enfants aillent s'installer dans tel ou tel pays. Voilà. Et puis par rapport à l'emploi aussi, pareil, c'est la connaissance d'un certain emploi permettrait aux parents de mieux orienter l'enfant. Après tout, c'est vrai que l'enfant qui décide, les parents peuvent déjà en parler et l'enfant pourra en tenir compte dans ses choix plus tard. Et trop tardé, c'est-à-dire que lorsque l'enfant s'est déjà engagé, a pris de nombreux engagements et au cours comme ça d'une discussion et que les parents, sans faire pas exprès, hein, évoquent certains épisodes de leur vie et que là, l'enfant comprend que, ah, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait autrement, ah, mais je savais pas, et tout. Donc, ça évite parce qu'on ne peut pas toujours revenir en arrière. Et même si revenir en arrière était possible, mais ça ne sera pas sans conséquences. Donc, c'est pour cela, il y a des sujets à aborder avant de prendre certains engagements. Bien sûr, l'expérience contribue à être ce qu'on est aussi. On ne peut pas tout éviter, on ne peut pas tout bien faire dès le départ, mais s'il y a des choses qu'on peut bien commencer, pourquoi pas ne pas en profiter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme la transmission se fait très tôt et de façon naturelle et de façon informelle, donc en tenant compte de la maturité de l'enfant et de ses capacités intellectuelles, ça peut se faire de façon orale très tôt et ça se fait tout au long de la vie. Par contre, effectivement, bien adapter le langage en fonction de sa maturité, de sa compréhension. Il y a des enfants qui sont très précoces, donc ne pas trop se fier à, tiens, à tel âge, je vais parler de ça, mais vraiment tenir compte de la maturité de l'enfant. Et plus tôt l'enfant comprend, connaît et comprend certaines choses, et bien mieux ça sera pour son développement et plus sage et plus intelligent sera cet enfant. Alors, si les parents sont décédés, donc il est possible d'avoir le récit de vie auprès du cercle familial le plus proche, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, au cercle le plus proche jusqu'au cercle le plus éloigné. Alors, dans le cas où il y a eu des drames hein, dans la famille, quand je parle de drame, je parle plus des agressions. Alors, c'est vrai que peut-être les enfants n'auront pas du tout envie de connaître ce récit, mais par contre, les personnes qui ont agressé, il serait bien que ces personnes se penchent sur leur histoire, qu'ils écrivent leur histoire, alors non pas pour justifier le mal qu'ils ont commis, non, surtout pas que ce soit jamais un récit qui justifie, mais tout simplement, même les personnes qui sont en prison hein, ont une histoire. Qu'est-ce qui a fait que cette personne agisse ainsi? Et le fait de connaître, hein, pour ceux qui auront le courage de lire ce récit, et pourvu que ce soit rédigé en toute honnêteté, cela va permettre en fait le cheminement de certains actes et qui pourra être utile ben, pour les descendants qui voudront lire le récit. Donc, dans ces cas-là, se tourner vers des oncles, des tantes qui pourront donner des informations pertinentes. Il y a aussi les aidants, les personnes qui ont accompagné les parents en fin de vie ou les personnes qui étaient présentes lorsqu'ils étaient malades ou dans une situation particulière. Alors, en les interrogeant, il est important de respecter le secret professionnel, de respecter le secret médical et aussi de respecter la volonté des parents de ne pas informer les enfants de certaines choses. Voilà, donc si la personne qui est aidante ne souhaite pas divulguer certaines choses, il faut comprendre que ben voilà, il y a le secret, il y a certains secrets à garder et que malheureusement, bon, il ou elle ne pourra pas partager ces informations-là. Alors, dans le cas des enfants adoptés, alors il y a deux situations.
il y a la situation où l'État autorise les parents à retrouver leurs enfants, et vice-versa en fait. Et il y a la situation où l'État ne l'autorise pas. Quand l'État autorise les parents à retrouver leurs enfants et vice-versa, ça va. Pourvu qu'ils soient encore en vie, et c'est très bien. Donc comme ça, les enfants pourront recueillir le récit et puis connaître aussi les oncles, les tantes, parce qu'une fois qu'on connaît les parents ou le parent en vie, on peut facilement retrouver après les autres membres de la famille. Alors, je tiens à préciser dans ce cas-là, surtout si les parents sont arrivés à un âge très avancé, c'est de très vite leur proposer le projet de conserver le récit de vie. Parce que, pourquoi? Il se peut que les parents soient en vie parce qu'ils ont eu l'espoir. Alors, quand je dis les, ça peut être un seul parent, hein, d'accord? Parce qu'ils ont eu l'espoir de revoir leur enfant. Vous savez, les liens du sang sont des liens très, très forts. Et cet espoir les a maintenus en vie. Et que le fait de vous voir, de revoir son enfant, il peut se dire après, il ou elle, bon, ça y est, je peux m'endormir en paix. Donc, tandis que leur proposer le projet de conserver le récit de vie va leur donner encore un petit challenge qui va les animer jusqu'à la fin du projet. Alors, des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher, parce que simplement la rencontre de l'enfant, le revoir, était suffisante. Donc, bon, voilà, c'est d'essayer d'y penser pour pouvoir recueillir un maximum d'informations suffisamment tôt. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où l'État ne permet pas de retrouver les parents, alors si c'est possible pour l'enfant de connaître au moins son pays d'origine, c'est de se renseigner au maximum au sujet de ce pays, de la culture, de l'époque où approximativement les parents sont issus, pour connaître à peu près les événements qui se sont passés à leur époque et connaître les difficultés éventuelles qu'ils ont dû affronter. Alors, je dirais, il y a 5 formats. Alors, il y a le format universel, intemporel, qui est le format oral qui se fait depuis tout petit jusqu'à... qui se fait toute la vie. Sinon, il y a le format classique qui est le livre au format papier ou le livre au format numérique ou le format audio et encore le format vidéo. Il y a deux cas aussi pour cette question. Alors, si tu veux faire une surprise, il s'agira de savoir discrètement quels sont les supports couramment utilisés par les descendants. C'est-à-dire, quand ils font des recherches, ils ont besoin d'avoir des informations. Est-ce qu'ils vont facilement à la bibliothèque emprunter un livre, ou est-ce qu'ils aiment regarder des documentaires, ou bien ils préfèrent écouter des podcasts? Tout ça, ce sont des petits indices qui permettront aux parents de savoir quel est le format idéal pour chaque enfant. Sinon, si c'est difficile, à ce moment-là, ben, se tourner vers le format le plus classique, c'est-à-dire le livre au format papier. Et après avoir offert le livre au format papier, pourquoi pas proposer un autre format. Et dans le cas où ce n'est pas forcément un secret, tu veux vraiment inclure les enfants dans le projet, leur demander leur avis, bon, à ce moment-là, bah, tu écriras tu utiliseras plutôt le format qui te demanderont, en veillant sur le récit de grossesse, hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de donner à chaque enfant le récit qui le concerne. Voilà. Après, il n'y a pas d'entrave, ou ce n'est pas mauvais non plus de dire aux aînés, tiens, il faudra veiller sur le dernier, parce que ils ont besoin de ta présence, sans pour autant dire plus. C'est possible aussi de faire ainsi. Mais si si tu sais que dans la famille, les enfants n'ont pas soigné leur jalousie, ouais, vaut mieux éviter. C'est juste par rapport à ça, hein, voilà, c'est dommage d'en arriver là, mais voilà, ce sont les réalités de certaines familles.
Bien sûr, il est possible de faire plusieurs biographies. Alors, si tu fais un récit généraliste, tu peux, par exemple, hein, c'est vraiment une idée parmi tant d'autres, parce qu'il y a plein d'autres idées. Tu peux faire une trilogie. Dans le premier livre, parler de ta naissance, concerne ta naissance, des grands-parents, les arrière-grands-parents, jusqu'à la rencontre avec ton conjoint. Le deuxième livre, donner plus de détails sur la rencontre avec le conjoint et la naissance du premier enfant, par exemple. Et le troisième livre, parler de la naissance, donner plus de détails sur la naissance du premier et jusqu'aux événements actuels. Et puis, comme quatrième livre, eh ben, la suite. Et puis, ça sera un livre qui sera offert, que les descendants auront à la mort des parents ou du parent. Donc, on peut faire plusieurs biographies. On peut faire aussi une biographie, mais vraiment sous un angle précis. Ça peut être la rencontre des deux parents. Ça peut être la grossesse de quand la mère attendait tel enfant. Et donc, elle va offrir ce livre-là à l'enfant concerné. Ça peut être les voyages qui ont été faits. Donc, il y a plusieurs possibilités pour écrire sa biographie. Donc, des enfants peuvent avoir plusieurs biographies, plusieurs récits de famille. Voilà. Alors, le mot de la fin, je dirais, l'écriture de soi, ce n'est pas que l'histoire d'une personne. L'écriture de soi englobe le récit de vie d'une personne, la famille que cette personne va fonder et l'impact que cette personne aura dans la société à une époque donnée. Point. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Alors si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner surtout. Et puis merci d'être là et de regarder régulièrement mes vidéos. Et puis n'hésite pas à m'écrire aussi à l'adresse email qui est notée dans la description si tu veux me faire part de tes suggestions, de ton appréciation et aussi de questions. Sur ce, à très vite pour la suite.